Alors pour la table ronde, j'invite les membres du panel. Donc j'invite Dr Jean-Claude Schmitt, directeur de la santé, j'invite Dr Guy Berchem, j'invite Madame Françoise Lieners, j'invite Madame Dani Jaitz et j'invite Monsieur Fabrice Glaude. Alors une petite introduction à personne. Donc Monsieur Jean-Claude Schmitt, directeur de la santé. Donc Dr Schmitt est directeur de la santé depuis le 1er janvier 2016. Il a occupé le poste de directeur général du Luxembourg Institute of Health, anciennement CRP Santé. Spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, le Dr Schmitt possède une expérience clinique de plus de 25 ans, dont 19 ans dans le service des maladies infectieuses et à la Travel Clinic du centre hospitalier de Luxembourg. C'est bien correct. Le Dr Jean-Claude Schmitt est également connu par ses activités de chercheur dans le domaine de la virologie et l'épidémiologie moléculaire. Le Dr Guy Berchem, président de l'Institut national du cancer. Guy Berchem est un médecin oncologue médical et chercheur luxembourgeois, diplômé de l'Université libre de Bruxelles en 1990. Il a fait sa formation en oncologie médicale à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles et sa formation de laboratoire au Lombardy Cancer Center, Université de Georgetown à Washington. En 2003, il a fondé le laboratoire d'hématocancérologie expérimentale du CRP Santé, actuellement LIH, qu'il dirige toujours aujourd'hui. Depuis 2016, il est le premier président de l'Institut national du cancer au Luxembourg. Madame Françoise Lieners, chargée de la direction des technologies de la santé auprès du ministère de l'économie. Françoise Lieners est titulaire d'un doctorat en biologie de l'Université de Namur, en Belgique. Et en débuté sa vie professionnelle dans le milieu académique, elle a acquis par la suite de l'expérience dans le montage et la gestion de projets de recherche, développement et innovation réalisés dans le cadre de partenariats publics-privés au niveau local et européen. Le transfert de technologies, l'analyse de plans d'affaires et la mise en place de processus de clustering en tant que vecteur d'innovation. Depuis 2010, au Luxembourg, elle a rejoint le ministère de l'économie en 2016 en tant que chargée de direction des technologies de la santé, apportant sa contribution au développement du secteur biomédical, un secteur dans lequel les outils dits de santé connectés et l'analyse des métadonnées de santé utilisées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques prennent de plus en plus d'importance. Bienvenue. Madame Dani Jaitz, de la Commission nationale pour la protection des données, CNPD. Dani Jaitz est titulaire depuis 2012 d'un bachelor en droit et depuis 2014 d'un master 2 en droit européen à l'Université de Luxembourg. Elle travaille au service juridique de la Commission nationale pour la protection des données depuis le 1er juin 2016, où elle s'occupe principalement des dossiers de santé et des demandes d'informations venant de la part du grand public dans des domaines très variés. On en aura quelques-unes aujourd'hui. Monsieur Fabrice Glaude, Association luxembourgeoise d'étudiants en médecine. Il est responsable relations publiques et porte-parole, responsable 3e cycle. Fabrice Glaude est étudiant en médecine, c'est juste ça? C'est juste. Et responsable relations publiques et porte-parole de l'ALEM. Cette association a pour but de resserrer les liens, de favoriser les contacts professionnels et humains et les échanges de vues entre étudiants en médecine dentaire et médecins stagiaires. Donc, bienvenue tout le monde. Je vais m'asseoir à votre côté. Premier résultat, phénoménal, donc c'est très bien. Donc les gens sont plutôt ouverts à utiliser, pas des gadgets, mais des objets connectés. Très très bien, donc on voit un petit peu quel public on a devant nous. Alors pour commencer, j'aimerais bien faire un petit tour de table, donc chacun de donner une petite réponse à une question, peut-être un peu courte, mais claire. Donc en fait, Luxembourg est-il prêt à entrer dans l'ère digitale, tenant compte de la situation actuelle que vous connaissez très bien au Luxembourg en matière de maturité digitale? Pensez-vous que Luxembourg est en retard et plutôt suiveur, ou est-ce qu'il est même avant-gardiste en matière de santé digitale dans certains domaines? Quelle est votre estimation, votre position? On commence peut-être à ma gauche avec vous, Monsieur Glaude. Alors, si j'ai bien compris, vous devez appuyer et parler dans le micro. Voilà. Ok. Comme je t'ai dit, je suis responsable, je représente l'ALEM, donc les étudiants en médecine. Et donc on a discuté un peu au sein de notre comité sur les sujets de la digitalisation. Et en fait, on s'est dit, oui, le Luxembourg, il est prêt sur certains points. Donc on dit, on a un bon réseau Internet, une bonne connexion. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà aboutis au Luxembourg, mais en fait, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire. Donc, par exemple, il y avait dans les journaux, les semaines passées, le dossier partagé, qui est en fait,
oui, il y a une collaboration entre 2 hôpitaux. Et donc nous, on s'est demandé pourquoi en fait c'est pas possible, par exemple, de connecter les 4 hôpitaux majeurs dans le pays, où aussi il y a d'autres points où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour notre avis, c'est Luxembourg, il n'est pas beaucoup en avant d'autres pays, mais il n'est aussi pas en arrière. Donc il fait un peu la moyenne en fait en Europe pour nous. Donc à votre avis, le juste milieu. Juste le milieu, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Madame Jaitz. Je pense que le Luxembourg est déjà très actif en la matière, au niveau européen, au niveau international aussi. La CNPD a été déjà contactée par nombreuses startups, par différentes initiatives, Lux Innovation. On a été contacté par Clinova, qui a été mentionné lors de l'introduction aussi, qui est un consortium du LIH, du LCSB et du Fonds national de la recherche qui en fait vise de créer un centre d'excellence en matière de santé digitale et de médecine personnalisée. Et je pense que ça, c'est vraiment l'approche que la CNPD apprécie, qu'on nous contacte déjà dès le départ, donc pour voir comment on peut mettre en œuvre les différentes règles afin de respecter la protection des données. Et c'est qui est prévu par le règlement européen sur la protection des données, qui sera d'application le 25 mai, donc qui s'approche. C'est ce qui s'appelle le principe du privacy by default. Donc dès la conception, tous ceux qui offrent des services en matière de santé digitale doivent vraiment voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour respecter la vie privée et la protection des données des différents utilisateurs. Merci beaucoup. Madame Lieners. Oui, moi d'un point de vue économique, je dirais que effectivement, je m'attendrais à avoir plus si on était vraiment, je dirais, dans les drivers. Je m'attendrais à ce qu'effectivement, à ce moment-là, dans l'écosystème, il y ait justement beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui fournissent de bonnes solutions, d'excellentes solutions à des professionnels de santé pour justement mieux prendre en charge leurs patients. Donc je dis que là, si je prends ce critère-là, on n'est malheureusement pas dans le peloton de tête, parce que là, il y a encore pas mal de choses à faire. Par contre, madame et monsieur aussi l'ont dit, il y a déjà de très bonnes initiatives qui sont en train de se mettre en forme, j'ai envie de dire. Et c'est le bon moment, justement, maintenant, j'ai envie de dire, pour capitaliser sur l'intérêt croissant que, personnellement, je perçois aussi au sein des professionnels de santé. Parce que, finalement, ce sont d'abord eux, c'est leurs besoins que l'on doit adresser avec cette technologie. On a beau effectivement développer des tas de choses, in fine, c'est le professionnel qui va avoir confiance dans la technologie pour pouvoir mieux gérer son patient. Et le patient qui va aussi prendre confiance dans la techno pour établir ce lien avec son professionnel pour être mieux pris en charge. Donc il y a vraiment de bonnes choses à faire et je crois qu'on est au bon moment pour en parler. Très bien, donc une vue très optimiste, c'est très bien. Monsieur Schmitt. Moi, je partage plus ou moins ce qui a été dit. Je pense qu'il y a des très bonnes bases. On a parlé de l'infrastructure qui est excellente. On a parlé de certaines initiatives qui se font et qui sont très prometteurs. Maintenant, quelle est l'implémentation de tout ça dans la vie de tous les jours des médecins, des professionnels de santé, du système de santé? Je pense que là, il y a encore un certain retard. On a fait remarquer le système reste assez fragmenté, donc l'échange des données entre les différents hôpitaux n'est peut-être pas optimal. Je ne parle même pas du secteur de soins primaires. Je pense qu'il y a un certain nombre de médecins, notamment qui sont encore assez loin de toute cette vague de digitalisation. Un exemple, si moi je communique en tant que directeur de la santé avec une lettre circulaire, comme je l'ai fait hier vers les médecins, il y a 300 médecins au Luxembourg qui n'ont pas d'adresse email. Donc on envoie encore 300 fax aux médecins. Alors tout à l'heure, tout le monde a dit qu'il a un smartphone. Je pense qu'il y en a certains qui ont menti probablement. Donc ça, c'est aussi une réalité du terrain qu'on vit encore tous les jours. Donc on est loin de Emma. Emma, je pense que c'est une fantaisie, comme notre collègue vous l'a déjà fait remarquer.
elle est intéressante, mais on est loin de Emma. Tout à fait. Très clairement. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est évidemment la révolution digitale va se faire dans la tête des gens aussi, pas seulement dans les logiciels et dans les infrastructures. Est-ce qu'on est prêt dans la tête des gens? À nouveau, si je prends des médecins, et je prends des médecins d'un certain âge comme moi, j'ai réalisé récemment que ça fait 30 ans que je suis médecin. Quand moi j'ai été formé à l'université, tout ça n'existait pas. Je me rappelle très bien, j'avais un cours d'informatique et le prof d'informatique m'a dit on ne va jamais réussir à digitaliser la radiologie parce que la capacité de nos ordinateurs ne sera jamais suffisante. Ça fait 30 ans. Et on vit une réalité complètement différente. Donc la quantité des données a complètement changé, mais aussi la qualité ou le type de données. Si on parle de données génétiques, etc., c'est bien d'avoir une liste de mutations, mais qu'est-ce que le médecin fait avec cette information? On a parlé de la formation des patients aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi parler de la formation des médecins, formation initiale, et je pense que notre jeune collègue va en parler certainement, mais aussi formation continue des médecins pour absorber toute cette évolution. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Berchem. Je suis évidemment aussi d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites. Pour commencer avec ce que M. Glaude a dit, je pense qu'il y a effectivement un besoin d'uniformiser nos outils informatiques. Bien que je sois presque aussi âgé que mon collègue Jean-Claude, je ne suis pas assez âgé de me rappeler quand l'initiative a commencé pour avoir un programme informatique unique pour les hôpitaux. C'était avant. Donc on y travaille depuis longtemps. C'est clair que c'est pas facile. Si Jean-Claude dit qu'il y a encore 300 personnes qui ont un fax, c'est clair que c'est pas optimal, mais on n'est plus dans l'âge du pigeon voyageur non plus. On n'a plus de téléx. Je pense que, pour à nouveau reprendre ce que toi tu as dit Françoise, c'est dans la tête des gens. Et c'est là qu'on voit le gros problème. Parce que j'ai quand même vécu la transition du papier au sans-papier, comme on l'appelle, dans ma pratique hospitalière. C'est pas du tout facile pour tous les médecins. D'abord pour les gens qui n'ont pas l'habitude de taper sur un clavier. Et alors toutes les autres solutions de dictée, de compréhension vocale, etc., c'est très bien, mais on met aussi autant de temps de corriger alors sur l'écran qu'on mettrait à taper soi-même. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à taper plus vite, parce que ça ne servait à rien de dicter et de corriger après. Je pense que le problème, c'est dans la tête des gens et dans les connaissances informatiques et pratiques des gens à vraiment l'utiliser. Je pense que les gens sont de bonne volonté et je suis très optimiste, mais ça prendra peut-être un peu de temps et c'est un peu normal aussi. Cela m'amène, parce que je vois aussi une question, how do we train our future health professionals to be ready for digital health? Donc, Monsieur Glaude, vous êtes, je dirais, donc le plus jeune et vous avez donc fait votre parcours au niveau de la médecine. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, votre parcours, votre programme était suffisamment complet pour vous préparer et vos collègues sur l'ère du digital? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Quelle est votre vue là-dessus? En fait, il faut dire que dans ma formation, il n'y avait aucune notion de digitalisation. Il faut dire que les études en médecine, c'est des études dans un statut très rigide, où il faut beaucoup de temps pour qu'il y ait de nouvelles choses qui peuvent se placer là dans les études. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait davantage dans les études, ce serait, comme c'est déjà dit, des formations en informatique, des notions de base comme comment je tape bien sur un clavier pour taper vite, comment j'utilise les programmes qui sont utilisés dans les hôpitaux. Parce que là, disons, quand moi j'ai commencé mon stage il y a 4 mois, on m'a mis devant l'ordinateur, on m'a dit oui, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais je ne connaissais pas le programme, donc là il faut aussi faire des formations dessus pendant les études. Et après, il faut aussi dire que les profs, ils sont pas tout d'accord pour utiliser des nouvelles applications qui existent pour l'iPad ou pour utiliser le e-learning. Donc là, il faut aussi travailler encore beaucoup dessus pour que ça commence à marcher dans l'étude. D'accord.
Donc j'aimerais bien revenir, donc il y a encore un problème au niveau de la formation. Maintenant, je peux aussi aborder la formation continue. Je ne sais pas si M. Schmitt peut nous donner quelques exemples. Bon, ça sur les jeunes médecins où on entend, bon, il y a encore un peu un chemin à faire. Donc, qu'en est-il des médecins actuellement en practice? Comment est-ce qu'ils se préparent à ce switch? Oui, je pense qu'il y a, comme j'ai dit, un besoin de formation qui est très très clair. Bon, vous savez, au Luxembourg, la formation médicale continue n'est pas réglementée pour l'instant. Je pense que ça viendra très rapidement parce que c'est un peu la même chose dans tous les pays européens maintenant. Et dans l'offre qu'on devra développer, clairement, ce genre de choses doivent être inclus. Maintenant, la question est qui est le bon acteur pour faire ce genre de formation. J'espère que l'Université du Luxembourg s'engage dans cette voie. On en a discuté déjà. L'université fait certains programmes de recherche avec le Luxembourg Institute of Health et d'autres acteurs. Et je pense que ces gens-là sont aussi bien outillés pour proposer alors des formations. D'accord. Je lis aussi, et je voulais poser une question à M. Berchem. On parle ici, how can we attract more companies in digital health to Luxembourg? Ce sera une question pour vous, M. Berchem, mais quelque part, j'ai compris de Mme Lieners qu'on devrait plus avoir une interaction entre les professionnels de santé qui devraient encore peut-être mieux exprimer leurs besoins pour ensuite trouver peut-être une société qui pourrait répondre à des besoins et activer cette collaboration. Donc c'est en fait cette ouverture, cette collaboration sur des problèmes concrets. J'ai aussi pu entendre que parfois ce n'est pas évident dans certaines solutions digitales de savoir qu'est-ce que ça apporte vraiment aux patients. Je pense que vous avez des expériences dans ce niveau-là avec un de vos projets. C'est quoi votre expérience? Mais avec l'Institut national du cancer, on a un projet qui va commencer, j'espère, en l'année, qui est basé en fait sur une expérience qui avait déjà été faite par le Dr Rao, qui tend à contrôler ou à surveiller le patient après sa chimiothérapie de façon plus étroite. Alors il y a eu des données internationales maintenant qui ont même montré que si le patient remplit un tout petit questionnaire 2-3 fois par semaine ou même tous les jours, comparé à un groupe où on ne le fait pas après une chimiothérapie, la survie est augmentée de 4 mois. Donc si vous imaginez un peu l'argent qu'on doit dépenser point de vue pharmacologique pour augmenter la survie de 4 mois dans le cancer, c'est énorme. Donc ici, ça me paraît quelque chose d'absolument urgent à mettre en place pour tous nos patients. Les patients en ont besoin et ils sont en général capables et d'accord d'utiliser un outil informatique. La plupart ont un smartphone, un ordinateur, au pire un fax, c'est pas grave. Sinon, pour les gens qui ne l'ont pas, on va évidemment remplacer ça par un téléphone. L'infirmière peut leur téléphoner. Mais je pense que pour la plupart, ce sera informatique, donc ce sera plus simple. Ce qu'il y a à mettre en place, évidemment, dans nos hôpitaux, c'est un système pour évaluer tout ça et pour qu'il n'y ait pas des appels à l'aide, entre guillemets, qui passent dans le vide. Ça, évidemment, c'est une responsabilité qu'on se met sur le dos, entre guillemets, mais qu'on a en fait déjà maintenant sur le dos. Moi, j'étais parti la semaine passée dans un endroit du monde où il n'y avait vraiment pas de Wi-Fi. Pendant cette période, il y a un patient qui m'a envoyé un mail avec une urgence médicale. Un mail. Ça, je pense qu'il faut absolument essayer d'éviter. J'ai aussi déjà eu d'autres mails avec des hémoptysies, donc c'est catastrophe, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc un système comme ça, où il y a quelqu'un qui voit les mails d'urgence, qui est prévu pour ça, ça, ce sera vraiment, vraiment utile. Je rebondis un petit peu, une question pour vous, Madame Lieners. Donc, à nouveau, aussi la question a été posée ici, comment est-ce qu'on attire plus de sociétés? Je pense qu'il y a des années, on a investi beaucoup au niveau de la recherche, notamment dans tout ce qui est... je pense qu'il y a des résultats qui sont phénoménaux, je pense qu'il y a des résultats qui sont très très positifs. Maintenant, du côté économique, privé, attraction, start-up, investisseurs industriels, je pense que les résultats sont beaucoup plus modestes. Donc maintenant, avec le digital, dans quelle mesure cela peut devenir à nouveau un vecteur de développement et à la limite mettre Luxembourg à nouveau on the forefront et rendre beaucoup plus attractif pour des investisseurs étrangers? Oui, clairement. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, les investissements qui ont été faits dans les années 2010 ont vraiment
leur but vraiment principal était de renforcer l'excellence de la recherche publique, créer des masses critiques qui pourraient avoir effectivement un impact dans leur domaine. Et là, effectivement, le résultat, il est vraiment atteint. Et on a au Luxembourg maintenant une recherche excellente dans des piliers comme la recherche en cancer, la recherche en maladies neurodégénératives, la recherche en immunologie. On a vraiment des piliers et des infrastructures avec la biobanque qui, effectivement, d'un point de vue médical, nous donnent une base très solide. D'un autre côté, et ça a été aussi évoqué, on a cet aspect d'infrastructure IT, aussi de business dans l'IT, qui est très très fort au Luxembourg. Et la santé digitale, en fait, c'est combiner quelque part ces deux forces-là. Et on a parlé tout à l'heure, effectivement, Madame a parlé de l'entreprise TechSide. Eh bien ça, c'est un très bel exemple parce que TechSide, effectivement, c'est une entreprise US, fondée spin-off de l'Université de Utah. Et en fait, quand cette entreprise est arrivée, la première chose qu'elle a dite, oui, je sais, de par mes contacts, qu'en fait, le Luxembourg est au centre de l'Europe. Et moi, je veux utiliser le Luxembourg comme ma plateforme pour, effectivement, développer mon produit sur la plateforme européenne. Et là, effectivement, il s'est mis en contact avec les acteurs de terrain. Ministère de l'économie, on l'a suivi. Maintenant, TechSide a une entité au Luxembourg. Et donc, on a un modèle là où on se dit, si on a des acteurs de santé qui, effectivement, trouvent une technologie pertinente, sur laquelle, effectivement, eux peuvent donner du feedback, parce que c'est ça que les startups attendent d'une technologie. C'est effectivement recevoir le feedback du professionnel par rapport à une technologie qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est tout près d'y être, pour avoir cette valeur ajoutée par rapport à quel est le bénéfice dans ma pratique, quel est le bénéfice pour mes patients, et sur base de cela, avoir un premier partenaire pour me dire oui, ma technologie a de la valeur pour un professionnel de santé. Et à partir de là, il y a aussi des modèles, et on voit cela dans d'autres pays, et c'est quelque chose où je souhaite aussi qu'on partage et qu'on s'inspire à un moment donné au Luxembourg, c'est de pouvoir se dire, mais quand on a validé ce que j'appelle le value for money, c'est quelque part de se dire, oui, mais comment va-t-on aider aussi le professionnel de santé, parce que ça, c'est l'autre bottleneck dont on ne parle pas souvent, c'est de dire, comment va-t-on après encourager les patients sur le long terme à utiliser ces solutions? Comment va-t-on encourager les professionnels de santé à utiliser aussi ces solutions? Et c'est là où on parle, mais comment la substitution de certains actes médicaux par des technologies comme cela va pouvoir être pris en charge dans la rémunération du médecin et va être aussi prise en charge dans le remboursement de la technologie, parce que ça, ce sont des incentives. Et donc, le Luxembourg peut vraiment être un excellent testbed. Nous avons tous les ingrédients. La plupart, il manque encore un tout petit peu, je dirais, d'articulation dans les différentes pièces du puzzle. Mais l'exemple de TechSide est révélateur d'une entreprise qui est arrivée, qui a exploré l'écosystème et qui a dit oui, je choisis le Luxembourg. D'accord. Très brièvement, est-ce que vous avez des aides concrètes au niveau ministère, notamment au niveau du développement de la santé digitale, qui existent déjà ou qui vont venir, et s'il y a des projets? Donc, les aides, pour l'instant, reposent sur nos moyens, je dirais, classiques que l'on offre aux entreprises pour effectivement supporter leur recherche, leur développement, leur innovation. Nous avons des aides aux jeunes entreprises innovantes qui effectivement permettent à des entreprises comme TechSide d'avoir un premier ancrage dans l'écosystème. Mais c'est vraiment là de réfléchir ensemble, santé, économie, recherche, à peut-être d'autres façons de lier plus facilement les professionnels de santé avec la recherche et avec l'économie. Parce que je crois que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je crois qu'au Luxembourg, c'est aussi la force effectivement du pays, c'est qu'on peut mettre ça ensemble assez facilement. Contrairement à de grands pays qui sont beaucoup plus morcelés, nous, on a cette capacité à travailler rapidement ensemble si on le veut. Donc si j'ai bien compris, vous allez vous asseoir ensemble avec M. Berchem juste après la table ronde, c'est ça? Oui, très voilà. bien, ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va parler du fantôme de la protection des données. Madame Jaïd, vous avez certainement regardé, écouté très très en détail. Si on parle quand même, je veux revenir des objets connectés, parce que bon, c'est effectivement un petit peu ces illustres appareils, etc. On veut les utiliser, ils ne fonctionnent pas encore, mais s'ils fonctionneraient, je pense qu'ils apporteraient beaucoup de valeur ajoutée. Donc, quelles sont les contraintes, notamment aujourd'hui, dans les domaines des objets connectés? Comment s'assurer que ces objets puissent apporter toute la valeur ajoutée aux patients, mais en même temps, évidemment, ne pas violer les droits fondamentaux de la protection des données? Quelle est votre vue en tant que CNPD là-dessus?
Tout d'abord, je pense que la phrase qui a été dite auparavant, tout ce qui peut être connecté sera connecté, est déjà très bien. Donc, les objets connectés sont très faciles, ils s'intègrent facilement dans la vie quotidienne. Mais je pense que c'est très important de quand même regarder à qui on donne accès à ces données et comment on partage ces données. Et c'est une responsabilité non pas seulement des entreprises qui offrent de telles applications ou de tels objets connectés, de respecter les droits fondamentaux de la protection des données, mais aussi une responsabilité des utilisateurs. Prenons peut-être l'exemple d'une application fitness offerte par la société américaine Strava. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias. Donc en fait, c'est une application fitness que vous avez sur votre smartphone qui vous montre votre parcours, qui vous montre combien de calories vous avez dépensé et tout cela. Mais en fait, il fallait que vous cochez une case afin que votre parcours n'apparaisse pas dans une carte géographique de localisation au niveau mondial. Et là, le problème, c'est que la majorité des utilisateurs ont dit, bon, n'importe, je laisse comme ça. Et en fin de compte, il y avait des bases militaires secrètes de l'armée américaine qui ont été révélées. On pouvait concrètement sur une carte mondiale dire qu'ils sont localisés là au Moyen-Orient. Donc je pense qu'il faut quand même, d'un côté, les entreprises doivent respecter les principes de la protection des données. Le principe du privacy by design et by default est très important. Donc en principe, les utilisateurs ils doivent cocher la case afin de rendre publiques les données et pas le contraire. Mais c'est aussi une responsabilité des utilisateurs de quand même lire un peu les notices d'information, de pas simplement cliquer OK, je donne mon consentement parce que c'est plus facile, c'est plus simple, ça va plus rapide. Mais de l'autre côté aussi, comme j'ai dit, responsabilité des entreprises d'informer les utilisateurs pourquoi ils utilisent les données, pour quelle finalité, afin d'avoir vraiment ce qu'on appelle ce consentement libre, éclairé et informé. Je voulais vous poser une deuxième question, parce qu'effectivement, j'ai bien aimé le discours de Uwe. On a dit, pour avoir une question de comment est-ce qu'on voit les choses, positivement ou négativement. Je pense au niveau de la GDPR, je pense que c'est une contrainte, parfois c'est perçu comme une contrainte, mais aussi parce que probablement c'est très complexe, il n'y a pas très peu d'experts qui connaissent vraiment le détail et comment est-ce qu'on peut l'appliquer ou comment est-ce qu'on traite avec ça. Donc c'est un changement à nouveau de mentalité, je dirais, qui fait peur, qui quelque part met les gens dans leur zone de non-confort. Tout ça donc crée beaucoup de tensions, je dirais. Maintenant, votre rôle, comment la CNPD pourrait changer cette approche, ou quelle est votre vision sur, vous êtes les experts, comment vous pourriez changer ces mentalités pour avoir une vue positive, quelles sont les vraies opportunités? Est-ce que vous avez ce rôle-là, vous envisagez de le faire davantage encore et de considérer peut-être davantage encore comme un partenaire expert dans cette matière? Je pense que tout d'abord, il était important de mentionner que ce règlement introduit effectivement un changement de paradigme. Donc, on passe des autorités, des autorisations et notifications préalables de la CNPD vers ce système de l'accountability. Les entreprises doivent prendre les démarches nécessaires afin de se conformer au règlement, mais la CNPD a clairement un rôle de guidance et de sensibilisation. Je pense qu'on est très actif pour le moment sur le terrain, on donne des séances d'introduction, on rencontre des représentants de différents secteurs, secteur de la santé, secteur financier, secteur social. On était à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers. Et aussi au niveau européen, on est très actif. On a ce qui s'appelle le groupe de travail article 29, qui pour le moment sont en train d'élaborer un code de conduite en ce qui concerne les applications mobiles de santé. La semaine prochaine, il y aura un nouveau groupe de travail qui se réunit pour parler de tout ce qui est médias sociaux suite au scandale Facebook. Mais en fin de compte, il faut quand même dire que la CNPD n'est pas une boîte de consultance, mais on est quand même une autorité de contrôle. Et si à partir du 25 mai, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui n'ont fait aucune démarche, on a la possibilité de prendre des mesures correctrices et même des amendes administratives, mais on est conscient que qu'il faut ce changement de mentalité et que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Merci. J'ai bien aussi aimé qu'on va expliquer, il faut effectivement à une personne qui est obèse ne pas dire qu'elle est obèse, mais il faut l'aider à changer le comportement. Donc si on regarde aujourd'hui, nos modèles de santé sont des modèles basés sur le curatif, donc les investissements, les dépenses, la grande majorité c'est du curatif. Au niveau prévention, je pense que les dépenses sont encore assez minimes. Qu'est-ce que vous voyez, M. Schmitt, là, au niveau des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on pourrait investir pour notamment aider les gens à changer de comportement, à supporter avec des nouvelles technologies, des applications, etc. Je pense pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont ces gadgets, comme on les a appelés,
et les utilisent pour trouver une motivation, pour un changement de style de vie, etc. Mais il y a aussi maintenant les premières études qui montrent très clairement qu'après 6 mois, le bénéfice de ce genre de gadget ne fonctionne plus. Donc on fait attention au nombre de pas qu'on fait pendant un certain temps et puis on oublie ça et on passe à autre chose et on reste en fait dans son mode de vie habituel. Donc il est clair que ces technologies peuvent être quelque chose d'utile, mais il faut les accompagner d'autres mesures de prévention et d'autres mesures de motivation et d'encadrement et de prise en charge préventive. D'accord. J'ai vu aussi qu'on en parle pas mal au niveau de formation. Il y a aussi la question d'une medical school au Luxembourg pour promouvoir le digital health. Donc il y a un projet de medical school Luxembourg, donc le programme, je pense qu'il n'est pas écrit, je pense qu'il y a une loi qui doit encore venir. Est-ce que là, l'avantage de partir from scratch, de définir certains éléments, c'est un grand avantage, parce que vous avez parlé aussi de legacy parfois dans les programmes. Est-ce que c'est un grand avantage, notamment dans le développement de la formation digitale pour les médecins? Peut-être à vous deux, Monsieur Schmitt, peut-être Moi, je peux en dire un mot parce que j'ai été le président du groupe de travail autour de la spécialisation. Et là, on a bien avancé et il y a un projet de loi effectivement qui est presque terminé, qui est supposé passer au Conseil du gouvernement avant l'été. C'est en fait pas la santé qui a le lead, mais c'est évidemment l'enseignement supérieur. Je connais le texte du projet et clairement, on ne définit pas tout le curriculum de formation dans un projet de loi, mais on définit les grands domaines et la santé digitale est un des domaines qui est explicitement mentionné. Il y aura un deuxième projet de loi pour la formation médicale de base et d'après mes informations, mais là je suis un peu moins impliqué, évidemment la santé digitale sera aussi mentionnée. Donc effectivement c'est une occasion pour le Luxembourg de se positionner. Ouais. D'autant plus à nouveau que l'université, je regarde vers les gens de l'université, oui. D'autant plus que l'université a des compétences dans ce domaine en recherche et donc naturellement l'enseignement pourra se faire à partir de cette base de connaissances. L'intérêt personnel, parce que vous avez parlé beaucoup de mentalité, donc on a ici un jeune médecin, on a aussi des médecins un peu plus âgés. Donc, est-ce que la mentalité, l'ouverture vis-à-vis du digital, des nouvelles technologies, est-ce qu'on peut lier à l'âge? C'est-à-dire, on peut dire, ouais, les jeunes, ils sont super digital, ils utilisent plein de nouvelles technologies, ou c'est parfois même le contraire? C'est quoi votre expérience sur le terrain? Oui, bah, aux jeunes d'abord, Ben, en fait, à mon avis, il y a les deux. J'ai vu beaucoup de médecins qui sont déjà pour une vingtaine, une trentaine d'années qui font leur travail et ils sont très bien avec l'informatique, avec toutes les choses digitales. Et il y a aussi des jeunes qui savent rien du tout des ordinateurs. Ça existe aussi. Ça existe moins, mais ça existe aussi. Donc en fait, là, on ne peut pas dire oui, les jeunes, ils sont meilleurs que les autres. Donc on peut pas faire ça. Donc soit on est un geek ou on n'est pas un geek. C'est ça. C'est ça. Monsieur Berchem, Monsieur Schmitt, je pense qu'on est un peu d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui utilisent leur ordinateur pendant des heures par jour, mais pas pour travailler. Et qui sont parfois vachement réfractaires. Et là, je parle de certaines personnes, Sigrid est en train de rigoler, qui sont beaucoup plus jeunes que nous et qui sont très réfractaires, plus réfractaires que beaucoup de gens âgés. Au niveau timing, juste parce que je n'ai pas suivi l'heure, on est très bon. Il y a encore des questions. How can we create this virtuous cycle, data inside application in Luxembourg? Qui se sent? Madame Jade, c'est ça aussi votre... Dans quelle mesure on peut vraiment créer... Madame Linert, je pense, hein, c'est plutôt un impact
Le résultat Oui. de tout ça, ce serait très bon Oui, pour parce l'économie. qu'effectivement, je vois quand même le lien, Data Insight Application, pour moi, c'est effectivement ce continuum, quelque part aussi, entre la recherche, l'innovation, qui est effectivement souvent portée par les entreprises, puisque c'est elles qui traduisent finalement la recherche en nouveaux produits pour atteindre de nouveaux marchés. Et là, le marché, c'est clairement les professionnels de santé ou leurs patients. C'est vrai que on a parlé de différents aspects. Pour moi, il y a un aspect clé au Luxembourg, on en a peut-être déjà parlé tout à l'heure à un moment donné, c'est l'aspect testbed. C'est vrai que ça, c'est vraiment, je crois, l'excellente valeur ajoutée que l'on pourrait apporter. C'est vraiment ces entreprises qui sont un peu data-driven, mais qui ont vraiment besoin de se dire, de s'entendre dire aussi, oui, votre application a du sens, oui, votre technologie a du sens ou pas pour le patient. C'est vrai que là, il y a ce besoin de l'implication des acteurs de santé pour les tester, parce que ce que je constate jusqu'à présent, et ça commence à changer, mais jusqu'il y a peu, je trouvais que ces innovations, je dirais, dans les technologies arrivaient peu chez le patient au Luxembourg de façon générale. Elles arrivaient quand elles étaient déjà sur le marché avec tout le marquage CE, etc. Et le patient luxembourgeois n'avait pas vraiment l'occasion d'en profiter de façon peut-être early stage. Alors que dans des essais cliniques, c'est beaucoup plus courant, effectivement, déjà maintenant au Luxembourg, d'impliquer des patients dans des essais cliniques parce que le médecin est confronté, ben oui, je n'ai plus de solution thérapeutique, donc j'essaye de trouver de nouvelles solutions. Et pour les devices connectés, ça peut être exactement la même chose. Et donc, il y a des offres qui existent, il y a des besoins, et la façon de créer ce cercle vertueux, c'est effectivement de se mettre dans un écosystème de testbed, de se dire, mais tiens, comment peut-on mieux travailler ensemble? Et aussi, parce que c'est vrai que c'est la question cruciale et fondamentale pour moi, c'est comment aussi, derrière la validation de la technologie, mettons en place au Luxembourg des modèles de remboursement qui soient efficaces. Parce que sans ça, toutes les technologies, les bonnes technologies de la santé qui vont sur le marché est guidé quand même par la santé dans le système de remboursement. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à des tests de dépistage. Si ce n'est pas remboursé par la CNS, c'est un vrai problème pour l'accès aux patients. Donc, si j'ai bien compris aussi, c'est la coordination et de créer des plateformes de coopération et de communication encore davantage et beaucoup plus poussées que c'était fait jusqu'à par le passé. Exactement. D'accord. On aurait encore un petit tour de table que j'aimerais bien faire avec vous, pour ensuite aussi encore répondre aux différentes questions. Peut-être d'abord les différentes questions du public quand même, parce que je pense que le tour de table est plutôt la fin. Monsieur Schmitt, la première, ça est pour vous, ça là, non? C'est une question certainement intéressante, mais certainement aussi difficile et un peu, je pense, prématurée dans le sens qu'il y a certains projets qui sont en train de se développer. On a mentionné le projet des 2 hôpitaux qui est en cours et probablement un 3e hôpital qui va les rejoindre. Il y a tout le projet du dossier de soins partagés qui est dans une phase pilote mais qui n'est pas encore en vraie activité de routine. Et je pense une fois que toutes ces choses avancent, la question de la communication viendra. Ok. On m'a fait signe qu'au niveau timing, donc on est un peu short. Donc j'aimerais bien faire un dernier tour de table quand même, parce que je pense que c'est un dernier table intéressant. Et j'aimerais bien savoir, en tenant compte du contexte luxembourgeois, quelles sont, à votre avis, les 2 actions ou chantiers prioritaires à mener pour que le développement digital puisse au maximum bénéficier aux patients, voire aux citoyens. Donc des réponses très short mais très précises. Donc les 2 actions, les 2 priorités, on va tous les noter et on va les attaquer demain. Monsieur Glaude. Ok, j'essaie à commencer. Nous, dans la LEM, on a discuté un peu aussi sur la sécurité des patients. Et donc, comme j'ai dit en avant, on s'est demandé si pas un dossier médical des patients serait possible, qui était accessible dans chaque hôpital, dans chaque cabinet médical, où il serait noté, par exemple, tous les médicaments, tous les examens et tout, qu'on ne ferait pas des examens doubles, qu'on ne prescrivait pas des médicaments qui font des interactions,
et pour faire vraiment la sécurité des patients au point. Et deuxièmement, on a aussi discuté du point de la télémédecine et tout ça, pour que le Luxembourg il sera un leader dans ce type, qu'il faudrait aussi travailler avec la CNS pour introduire des codes que les médecins qui veulent pratiquer la télémédecine, c'est-à-dire de faire des consultations par téléphone, par Skype ou tout ça, qui peuvent aussi se faire rembourser s'ils font ça, parce que pour l'instant, ça n'existe pas encore. Très bien. Merci. Madame Jaitz. Je pense tout d'abord à un changement de mentalité. Si on prend l'exemple du dossier de soins partagés, je pense que ce n'est pas seulement les patients qui doivent se familiariser avec ces dossiers, mais comme dit avant, aussi les professionnels de santé. Et deuxièmement, il faut un cadre légal approprié. Ce règlement européen il donne la possibilité aux États membres de légiférer de manière plus précise en matière de recherche ou en matière de traitement de données de santé. Et c'est au législateur de prendre cette opportunité afin que la santé digitale ne se heurte pas à la protection des données. Merci. Moi, un peu comme je résume un peu ce que j'ai déjà dit par avant, c'est vraiment travailler ensemble, casser les silos, pour permettre aussi cette interopérabilité finalement. On a parlé tout à l'heure aussi des silos dans les data, c'est aussi exactement la même chose. Et donc c'est ce travail ensemble qui va nous permettre aussi de définir ensemble le bon écosystème avec le bon cadre législatif et les bonnes incentives aussi, qui vont permettre effectivement d'aider les acteurs de terrain à s'impliquer dans et s'approprier, parce que c'est surtout ça aussi qui, je crois, est important. Merci. Monsieur Schmitt. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, documenter. Deuxièmement, partager. Je m'explique. Documenter, il faut absolument qu'on documente ce qui se passe dans le système de santé. On a créé la base avec la loi hospitalière pour la documentation hospitalière. On y travaille très activement. Il y a aussi la documentation de tout le secteur extra-hospitalier qu'on devra attaquer dans un avenir, je dirais, proche. Ça, c'est un aspect pour comprendre ce qui se passe. Et deuxièmement, toute cette information est complètement inutile si elle n'est pas partagée. Si on veut, par exemple, créer des réseaux de compétences où il y a différents acteurs qui interviennent, comme votre système MA que vous avez présenté au début, la seule façon de fonctionner, c'est un partage des données. Et donc, il faut travailler là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Berchem. En plus de tout ce qui a été dit, je rajouterais peut-être deux mots, c'est informer et former. Pas seulement les patients, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut informer et former surtout les acteurs sur le terrain, parce que ce n'est qu'un outil qu'on connaît et où on sait qu'il existe, qu'on peut utiliser. Je pense qu'il y a évidemment tous les réseaux sociaux qu'on peut utiliser à cet escient. Donc je pense qu'il faudra vraiment faire un effort dans ce sens pour que les gens sachent ce qu'il y a et sachent l'utiliser. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Donc, j'aimerais applaudir tout le monde. Je pense que c'est la fin de cette table ronde. Donc merci beaucoup à tout le monde.